Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions du Bélial, Club Uranium, Tétralogie des origines 3 de Stéphane Przybylski, interprété par Victor Vestia. Pour mon père, Stéphane Przybylski, 1909-1986. Prologue. Bientôt nous serons en vue de la Terre. Elle surgira au loin, minuscule point lumineux perdu dans une nuée d'étoiles. En attendant cette heure longtemps espérée, qui marquera la fin de notre dangereux voyage à travers les solitudes glacées de l'espace, nous écoutons tout ce qui se dit à la surface du globe. Qu'il soit émis sur les ondes ou qu'il court le long de câbles aériens, terrestres et maritimes, les messages des humains parviennent jusqu'au récepteur de notre astronef. Nous les analysons, affinant notre connaissance des autochtones et de leurs différentes tribus. La guerre ravage une partie de l'hémisphère nord de la planète. Ce conflit va sans doute s'étendre, se durcir, devenant bien plus sauvage et meurtrier que les précédents, dépassant en barbarie les exactions commises au cours des siècles passés. Emportés par la tourmente de leur rage destructrice, les humains pourraient se doter de l'arme nucléaire, libérer une puissance, un pouvoir, réservé jusque-là à leurs dieux. Ils risqueraient alors d'anéantir le monde que nous convoitons, une hypothèse alarmante qui nous a amenés à surveiller de près chaque savant, chaque gouvernement, chaque pays lancé dans des recherches atomiques. Nous avons ainsi découvert un petit groupe d'individus qui, dans le plus grand secret, se livrent à un jeu d'alliances complexes. Patiemment, nous en démêlons les fils. Ce groupe est composé d'hommes habiles, servant leurs propres intérêts. Ils conspirent dans l'entourage d'un des plus puissants chefs de guerre terriens, le président des États-Unis d'Amérique. Ils ne défendent plus seulement un clan, une tribu, une ethnie, un peuple, une race, une religion, un roi, une philosophie, une idéologie, une cause ou même un mode de vie. Ils sont tournés vers la sauvegarde d'un ordre économique et financier garantissant tout cela à la fois. Pour mener à bien notre projet, nous allons avoir besoin d'alliés parmi les autochtones, et il serait imprudent d'accorder notre confiance aux colons déjà sur Terre qui se sont amollis, devenant veules, lâches, irrésolus au fil du temps. Nous pourrions tenter de nous rapprocher de ces individus, manipulant le système en secret. Ce système régit le cours de toutes les existences humaines, ou presque. Ce groupe d'influence s'est juré de sauvegarder les bases de la société à tout prix, au besoin, en utilisant les armes des dictatures ou les réseaux du crime organisé qui la défient et rêvent de l'abattre. Ces conspirateurs nous plaisent. Leur détermination à survivre nous rappelle la nôtre. Première partie. Les monstres. Chapitre 1. L'échange. Quelque part aux confins des comtés de Nye et de Lincoln, Nevada, États-Unis d'Amérique, 30 avril 1940. Walpurgisnacht, la nuit des sorcières, la nuit où tout devient possible. Des contes de bonne femme, se dit le maître du 92e étage de l'Empire State Building, ce lieu où il supervisait toute l'affaire. Il repensa à sa nourrice, originaire d'Europe de l'Est, qui lui racontait ses fables les soirs d'été, lorsque la pleine lune apparaissait entre les ramures des jaracandas bordant l'allée de la propriété familiale. Depuis sa plantation du Tennessee, les histoires de vampires ou de loups-garous semblaient sans fondement.
Mais la vieille Macha avait toujours eu le chic pour lui filer les chocottes et le renvoyer dans son lit, le pas hésitant, l'œil aux aguets, craignant de voir un monstre le saisir par le cou pour l'entraîner au plus profond de l'enfer. Monsieur Lee ressentit soudain une présence indéfinissable, comme si quelqu'un s'adressait à lui depuis l'intérieur de son crâne. Il se retourna d'un mouvement brusque. Lorsque son regard croisa celui du coyote, l'animal détala, s'évanouissant dans un tourbillon de sable soulevé par le vent. Aux 4 points cardinaux, il n'y avait que le désert, éclairé par le demi-cercle blafard de l'astre lunaire. Au loin, vers l'ouest, se dressaient les montagnes de la Sierra Nevada. L'Américain soupira, refoulant la curieuse sensation qui l'étreignait. Ces murmures entendus un instant plus tôt n'étaient sans doute que l'effet de son imagination. Les 24 dernières heures avaient visiblement mis ses nerfs à vif. L'agent de renseignement regarda sa montre, constata avec stupeur que minuit approchait. Cela faisait plus de 2 heures qu'il avait quitté ses hommes sans avoir prononcé un mot d'explication, s'enfonçant seul et à pied dans l'obscurité, marchant droit devant lui, jusqu'à ce que les lumières de la base de l'US Army Air Corps, où stationnait son équipe, se résument à des petits points de couleur scintillant dans les ténèbres. Finissant par s'asseoir au creux d'un repli de terrain, à l'abri du vent, il se réfugia dans la contemplation muette des millions d'étoiles au-dessus de sa tête. Monsieur Lee s'était éclipsé, lassé d'attendre et plus encore d'entendre les inepties de ses subalternes se perdant en conjectures depuis qu'ils étaient entrés en contact. L'heure n'était plus aux discussions ni aux interrogations. L'homme du 92e étage de l'Empire State Building voulait se retrouver seul pour se préparer au mieux à agir, rassembler ses forces, aiguiser sa volonté, tout faire pour que sa mission réussisse. Des souvenirs d'enfance remontaient à la surface, la vallée de Yosemite, un campement au clair de lune en compagnie de père et mère, des lumières bizarres dans le ciel. Il évacua tout cela de son esprit pour se concentrer sur l'essentiel, rester pragmatique et surtout éviter de se laisser submerger par le caractère paranormal de l'affaire. Au loin, vers le nord, un éclair zébra l'éther, dévoilant une épaisse formation nuageuse qui barrait l'horizon. Le vent redoubla d'intensité. Monsieur Lee se souvint de la forme si particulière des cumulonimbus observés quelques mois plus tôt à Willsworthy Range, en Angleterre. Le moment tant attendu arrivait. Walpurgis Nacht, la nuit des sorcières. À quoi ressemblerait le reste de sa vie? C'est la première question qui lui vint à l'esprit. Il se répéta que ce n'était ni le lieu ni l'heure pour la philosophie de bas étage, mais il ne pouvait s'empêcher de s'interroger. À compter de ce soir, le monde ne serait plus jamais le même, et c'est lui qui allait écrire la suite de l'histoire. Le futur reposerait tout entier sur ses épaules. Serait-il à la hauteur? Sans cesse parcourus d'arcs électriques, les nuages progressèrent, envahissant toute la région en une poignée de secondes. Seul le secteur du Grand Lac Salé occupé par la base aérienne restait dégagé. L'énorme dépression s'immobilisa, suspendue dans l'air comme par enchantement. Le vent se calma, et un silence écrasant retomba sur la plaine. Macha aurait eu bien des choses à dire sur un tel phénomène, à grand renfort de signes de croix et d'imprécations mystiques. Des souvenirs de l'Ancien Testament lui traversèrent l'esprit, les illustrations du sacrifice d'Isaac, quand l'ange intervient pour arrêter le bras meurtrier de son père Abraham. Rien de ce qu'il connaissait ne l'avait toutefois préparé à la vision qui surgit alors des nuées. Fendant la tourmente tel un brise-glace gigantesque, un vaisseau aérien constellé de centaines de lumières clignotantes
apparut dans le ciel. Le disque métallique, coque en partie noircie par l'échauffement provoqué par son entrée dans l'atmosphère terrestre, se déplaçait à grande vitesse, quoique dans le plus grand silence. Sans que l'éther soit agité du moindre souffle, il vint se stabiliser à la verticale des bâtiments de l'US Army Air Corps. Walpurgisnacht, la nuit où tout devient possible. Mais même sa nurse n'aurait pu inventer une pareille chose dans ses contes. L'aéronef masqua la lune et la plaine alentour se retrouva plongée dans le noir total. Monsieur Lee voulut savoir l'heure et, reportant son attention sur sa montre, constata que les aiguilles phosphorescentes du cadran tournaient à une vitesse folle. Incrédule, l'Américain jeta des regards perdus dans toutes les directions. Il aurait pu croire que l'engin volant recouvrait toute la vallée, à la manière d'un couvercle se refermant sur une marmite au fond de laquelle il se serait trouvé. Les flancs argentés de la chose semblaient toucher les cimes des montagnes pourtant distantes de plusieurs kilomètres. Les dimensions de cet objet n'entretenaient aucune comparaison avec ce que le génie humain pouvait fabriquer. Même l'appareil qu'il avait vu survoler le Devonshire en octobre 1939 n'approchait pas pareille énormité. Une lumière vive, issue du centre du disque, vint éclairer l'aérodrome. L'échange va commencer.